L'islam est une partie profonde et intégrale de l'histoire de l'Ukraine. Un fil tissé dans le tissu culturel et historique de la nation depuis bien plus d'un millénaire, vous savez. Sa présence est bien plus ancienne et plus profonde que beaucoup de gens en dehors de la région pourraient le supposer, façonnant le destin des villes, influençant les coutumes locales et touchant la vie de générations de personnes qui ont élu domicile sur cette terre. Cet essai vise à éclairer cette histoire riche et souvent mal comprise. Ce ne sera pas un résumé hâtif, mais une exploration réfléchie, traversant le temps pour comprendre les racines, les épreuves et l'esprit durable des communautés musulmanes en Ukraine. Le sujet est plus que jamais d'actualité aujourd'hui, le 2 novembre 2025, car l'identité diverse de l'Ukraine est essentielle à sa lutte pour la souveraineté et à sa vision de l'avenir. Ce récit suivra une chronologie claire, commençant par les premières arrivées de commerçants musulmans, de colons dans la vaste steppe pontique. L'histoire de l'islam sur les terres de l'Ukraine moderne ne commence pas par un événement unique, mais par une diffusion progressive de personnes et d'idées. Dès les 9e et 10e siècles, bien avant l'établissement d'un État formel, des commerçants musulmans et des groupes nomades turcs traversaient la grande steppe eurasienne. Ces marchands, souvent originaires d'Asie centrale et du Caucase, ont établi des routes commerciales reliant la Russe de Kiev au monde islamique. Ils apportaient des soieries, des épices, des métaux précieux, ainsi que leur foi, leurs coutumes et leur vision du monde. Les premières rencontres étaient souvent pacifiques, fondées sur un intérêt économique mutuel, et ont jeté les bases subtiles d'une présence musulmane. Le chapitre le plus important fut l'ascension du Khanat de Crimée au XVe siècle. Émergeant de la dissolution de la Horde d'Or, le Khanat devint une force dominante en Europe de l'Est pendant plus de 300 ans. Officiellement vassal de l'Empire ottoman, il demeura une entité politique et culturelle sophistiquée avec sa capitale Bakhchisaray. L'islam était la religion d'État, et le Khanat était parsemé d'élégantes mosquées, de madrasas, d'écoles religieuses et de caravansérails. La péninsule de Crimée et les steppes du sud devinrent un foyer de culture, de droit et d'érudition islamique. La vie au sein du Khanat était dynamique et diverse. Les élites dirigeantes étaient d'origine turque et mongole, tandis que la population plus large était une mosaïque de peuples, des Grecs, des Goths, des Arméniens. Beaucoup ont progressivement adopté la langue turque et l'islam, contribuant à l'ethnogenèse du peuple tatar de Crimée. L'économie reposait sur l'agriculture, le commerce et les butins des campagnes militaires. Des villes comme Kaffa, aujourd'hui Féodosia, étaient dans des ports cosmopolites animés reliant la mer Noire à la Méditerranée. L'islam était le fondement de la société ici, se mêlant aux traditions locales pour former une identité islamique criméenne distincte. Cette époque a laissé une marque indélébile sur la géographie et la culture du sud de l'Ukraine. Des traces architecturales subsistent dans les mosquées et les palais de toute la Crimée. Les noms de lieux, les dialectes et les traditions culinaires se font encore l'écho de cette période. Le Khanat de Crimée était un État musulman, puissant et indépendant sur le sol ukrainien, essentiel pour comprendre l'identité des Tatars de Crimée. C'était un monde à part entière, qui est ensuite entré en collision avec l'Empire russe en pleine expansion, changeant son histoire pour toujours. L'année 1783 marque un tournant dramatique et douloureux pour les musulmans de Crimée. Cette année-là, l'Empire russe, sous Catherine la Grande, annexa le Khanat de Crimée, mettant fin à des siècles d'indépendance. Ce n'était pas qu'un changement politique, c'était un séisme qui commença à démanteler les structures sociales et religieuses. La nouvelle administration impériale regardait la population musulmane avec méfiance. Beaucoup de nobles tatars et de chefs religieux, refusant de vivre sous une domination chrétienne, prirent la route vers l'Empire ottoman
Cet exode initial fut un coup profond. Il vida la communauté de sa direction et de sa classe intellectuelle, et laissa ceux qui restaient dans une position vulnérable. Au siècle suivant, la vie sous les tsars apporta une pression systémique et une marginalisation graduelle. L'État russe confisqua systématiquement les terres de Waqf. Ces dotations finançaient les mosquées, les écoles et l'aide sociale, privant la communauté de son indépendance institutionnelle. Des paysans russes et ukrainiens furent encouragés à s'installer sur la péninsule. Le bilan démographique changea, provoquant des conflits fonciers. Si les conversions forcées étaient rares, l'État favorisa l'Église orthodoxe et imposa la langue russe, reléguant la langue tatare et les pratiques islamiques dans la sphère privée. Cette érosion lente érodait les fondations de la société. La révolution bolchevique et l'essor de l'Union soviétique apportèrent d'abord une lueur d'espoir paradoxale. Dans les années 20, la politique de korénizatia ou nativisation permit une petite renaissance culturelle. Écoles en langue tatare et publications tatares. Mais cela fut de courte durée. Dans les années 30, le régime de Joseph Staline lâcha toute sa force. La collectivisation détruisit l'économie agricole traditionnelle. Les campagnes anti-religieuses conduisirent à la fermeture de la plupart des mosquées. Les imams furent persécutés, de même que les savants religieux. Cette persécution religieuse attaqua le cœur de l'identité tatare. Elle força la foi à se cacher. Le point culminant fut le 18 mai 1944. Sur ordre de Staline, toute la population tatare de Crimée, près de 200 000 hommes, femmes et enfants, furent accusés en bloc de collaboration avec les nazis. Ils furent rassemblés par le NKVD, entassés dans des wagons à bestiaux et déportés en masse vers l'Asie centrale, principalement l'Ouzbékistan. Le voyage fut brutal. On estime qu'environ la moitié mourut de maladies, de famine et d'exposition au froid et aux éléments. Cette punition collective fut un traumatisme génocidaire, un événement connu des Tatars comme la Surgunlik exil, qui visait à effacer leur présence de leur terre ancestrale. Les décennies qui ont suivi la déportation de 1944 furent une période de profond traumatisme national et de résistance silencieuse et obstinée. Dispersés à travers les républiques soviétiques d'Asie centrale, les Tatars de Crimée vécurent comme des colons spéciaux, leurs déplacements étant restreints et leurs droits limités. Leur langue n'était pas enseignée dans les écoles. Leur histoire était effacée des registres officiels. La Crimée elle-même fut repeuplée par des Russes ethniques. La Crimée elle-même fut repeuplée par des Ukrainiens. Pourtant, dans l'intimité de leur foyer, les familles vont secrètement préserver leur culture. Les anciens transmettaient des histoires de la patrie. Les mères enseignaient à leurs enfants des prières en langue tatare de Crimée, et le rêve du retour devint la cause centrale et déterminante de leur mouvement national. Nous vivions en Ouzbékistan, mais nos âmes étaient toujours en Crimée, se souvenait plus tard un ancien. Ce rêve a été nourri par un mouvement des droits civiques dévoué et pacifique qui a émergé dans les années 60. Dirigé par des figures comme le dissident Mustafa Djemilev, qui a enduré des années dans les goulags soviétiques pour son activisme, le mouvement a organisé des pétitions, des manifestations et des appels au gouvernement central à Moscou, exigeant le droit de retourner et la restauration de leur autonomie nationale. Ils ont compilé des listes de ceux qui avaient péri lors de la déportation et ont méticuleusement documenté les injustices auxquelles ils étaient confrontés. Cette lutte non violente menée face à une immense répression d'État était remarquable par sa persistance et sa discipline. Maintenant, la flamme de l'espoir vivante pour des générations vivant en exil. Les premières lueurs de changement sont apparues à la fin des années 80, alors que les politiques de glasnost et de perestroïka de Mikhaïl Gorbatchev commençaient à affaiblir l'emprise de fer de l'Union soviétique. Saisissant l'occasion, des milliers de familles de Tatars de Crimée ont commencé à retourner en Crimée, souvent sans permission officielle. Ce retour massif était un acte de volonté collective, un témoignage puissant de leur lien avec la terre. Cependant,
le retour fut semé d'immenses difficultés. Leurs maisons ancestrales étaient occupées. Leurs terres faisaient partie de fermes collectives gérées par l'État, et les autorités locales, composées de colons d'après-guerre, étaient souvent hostiles. De nombreuses familles ont été contraintes de vivre dans des camps de tentes de fortune ou de construire de nouvelles maisons à partir de zéro sur des terrains non développés. Malgré ces difficultés, la période de retour fut aussi une période de renouveau et d'espoir incroyable. Les communautés ont commencé à reconstruire leur vie à partir de zéro. Les mosquées, qui avaient été transformées en cinéma, en entrepôts ou simplement laissées à l'abandon, furent récupérées et restaurées avec soin. De nouvelles mosquées furent construites avec des fonds donnés par la communauté et des sympathisants à l'étranger. Des écoles tatares de Crimée ont été ouvertes, des journaux ont commencé à être publiés, et le Mejlis, un organe représentatif du peuple tatar de Crimée, a été rétabli pour défendre leurs droits. Ce n'était pas seulement un retour physique à un lieu, mais une profonde renaissance culturelle et spirituelle, une réappropriation d'une identité qui avait été brutalement réprimée, mais jamais éteinte. Avec l'effondrement de l'Union soviétique et la naissance d'une Ukraine indépendante en 1991, le paysage juridique et social pour toutes les communautés religieuses, y compris les musulmans, a changé radicalement. Le nouvel État ukrainien, cherchant à se distancier de son passé soviétique, a inscrit la liberté de conscience et de religion dans sa constitution. Cela a créé un nouvel environnement plus ouvert pour la pratique de l'islam, non seulement pour les Tatars de Crimée de retour, mais aussi pour d'autres groupes musulmans à travers le pays. Pour la première fois depuis des générations, les musulmans pouvaient pratiquer leur culte ouvertement, établir des organisations religieuses, participer à la vie publique sans craindre la persécution de l'État. Cela a marqué un tournant significatif et plein d'espoir dans leur histoire. Au cours de cette période, la communauté musulmane en Ukraine est devenue visiblement plus diverse. Au-delà des Tatars de Crimée, qui sont restés le groupe le plus important et le plus historiquement enraciné, des communautés de musulmans d'autres origines ont commencé à se développer. Des Tatars de la région de la Volga, des Azéris, des Ouzbeks et d'autres peuples des anciennes républiques soviétiques. Les universités ukrainiennes ont commencé à attirer des milliers d'étudiants internationaux du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud, dont beaucoup ont choisi de rester, fondant des familles et des entreprises. Cet afflux a contribué à la croissance de communautés musulmanes dynamiques et multiculturelles dans les grands centres urbains comme Kiev, Kharkiv et Odessa. Cette nouvelle ère de liberté a conduit à un épanouissement de la vie institutionnelle islamique. À travers le pays, de nouvelles mosquées et centres culturels islamiques ont été construits. La mosquée Ar-Rahma de Kiev, achevée dans les années 2000, est devenue un symbole éminent de cette renaissance, servant une congrégation diverse. Ces centres sont devenus plus que de simples lieux de prière, offrant des cours religieux pour enfants, des cours religieux pour adultes, organisant des événements culturels, des collectes de fonds caritatives et un soutien social. Plusieurs organisations musulmanes nationales ont été formées pour représenter différentes communautés, traduisant en ukrainien, traduisant en russe, construisant une tradition intellectuelle islamique moderne dans un contexte ukrainien. Selon un recensement de 2012 et des estimations communautaires, le nombre de musulmans en Ukraine était d'environ 500 000, dont environ 300 000 Tatars de Crimée. Avant 2014, il y avait plus de 300 mosquées et centres communautaires musulmans enregistrés sur la seule péninsule de Crimée, et des dizaines d'autres sur le continent ukrainien. Pendant 20 ans, nous avons eu le sentiment de construire quelque chose, explique Saïd Ismagilov, un éminent moufti de Donetsk. Nous construisions un islam européen, un islam ukrainien, où nos droits étaient respectés et où nous faisions partie de l'avenir de la nation. Cette période, bien que non sans défis, a représenté un âge d'or de liberté et de croissance pour l'islam dans l'Ukraine moderne. La paix relative et les progrès de l'ère post-indépendance ont été brisés en 2014,
avec l'annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Russie. Pour les Tatars de Crimée, ce fut un écho dévastateur de traumatismes historiques. La majorité de la communauté, dirigée par les Medjlis, s'est ouvertement opposée à l'occupation, affirmant leur identité de citoyens ukrainiens. Cette position les a mis en conflit direct avec les nouvelles autorités russes. Une campagne systématique de pression et d'intimidation a suivi. Des dirigeants tatars de Crimée-Clé, dont Mustafa Djemilev et Refat Shubarov, ont été interdits d'entrer sur leur territoire et le Medjlis a été déclaré organisation extrémiste. Sous l'occupation, la liberté religieuse en Crimée a été sévèrement restreinte. Des dizaines de mosquées ont été perquisitionnées, des livres religieux confisqués et les imams qui refusaient de coopérer ont été harcelés. Des groupes de défense des droits de l'homme ont documenté des arrestations arbitraires, des disparitions forcées et des procès politiquement motivés d'activistes, souvent basés sur de fausses accusations de terrorisme. L'invasion à grande échelle en février 2022 a apporté ces difficultés à travers tout le pays, affectant les Ukrainiens de toute confession, y compris les musulmans. Les villes à forte population musulmane, Kharkiv, Mariupol et des parties de la région de Kherson ont été confrontées à de violents bombardements et à l'occupation. Des mosquées ont été endommagées. La mosquée Bismillah à Sieviero-Donetsk et la mosquée Sultan Suleyman à Mariupol ont été gravement endommagées par les bombardements. Des civils musulmans des voisins chrétiens, des voisins juifs ont été tués, déplacés et ont subi d'immenses pertes. La guerre n'a fait aucune distinction de foi, unissant les Ukrainiens dans la tragédie et la résistance. Les communautés musulmanes d'Ukraine ont fait preuve de résilience et de patriotisme. De nombreux hommes musulmans, tatars de Crimée et musulmans d'autres origines ethniques, ont rejoint les forces armées ukrainiennes. Les centres culturels islamiques de Kiev et de Lviv sont devenus des abris et des centres d'aide fournissant de la nourriture, des médicaments et d'autres soutiens à toute personne dans le besoin. Le cheikh Haïder Roustemov, mufti des Tatars de Crimée, a condamné l'agression russe et a rallié le soutien international. C'est notre terre, c'est notre devoir religieux et civique de la défendre. La guerre a renforcé l'intégration des musulmans dans la nation politique ukrainienne. En cette fin d'année 2025, l'avenir de l'islam en Ukraine est lié au destin de la nation elle-même. Cette histoire est celle d'une profonde résilience, mais le chemin à parcourir est semé d'immenses défis qui exigent une détermination nationale et une attention internationale. La question la plus immédiate et la plus pressante reste la désoccupation de la Crimée et des autres territoires occupés. Pour les Tatars de Crimée, un retour à une Crimée libre n'est pas seulement un objectif politique, c'est une nécessité existentielle pour la survie de leur culture, de leur langue et de leur tradition religieuse. Le rétablissement de leurs droits dans leur patrie est la question centrale et non résolue. La communauté internationale doit rester inébranlable dans son soutien à cette juste cause. En Ukraine continentale, la guerre a paradoxalement accéléré l'intégration politique des musulmans. En se tenant et en combattant aux côtés de leurs concitoyens, les musulmans ukrainiens ont cimenté leur place dans l'identité ukrainienne moderne. Cette lutte partagée a contribué à briser les anciens préjugés et à construire de nouveaux liens de solidarité. Comme l'a dit un jeune soldat musulman de Kiev, sur la ligne de front, personne ne demande si vous priez dans une église ou une mosquée. On demande seulement si vous êtes prêt à défendre l'Ukraine. L'avenir exigera que cet esprit d'unité devienne une politique durable, garantissant que les musulmans soient pleinement représentés dans la reconstruction d'après-guerre et dans le développement continu de la société civile ukrainienne. Pour l'avenir, l'éducation et le dialogue seront primordiaux. La reconstruction exigera plus qu'une reconstruction physique. Elle demandera la guérison des blessures sociales et psychologiques. Les initiatives interconfessionnelles qui contribuent déjà à l'aide humanitaire peuvent être étendues
pour favoriser une compréhension plus profonde entre la majorité orthodoxe chrétienne d'Ukraine et ses minorités religieuses. Enseigner la longue et complexe histoire de l'islam dans les écoles ukrainiennes afin que les générations futures apprécient la véritable diversité du pays. Cela aide à contrer les récits hostiles qui tentent de diviser la nation. En conclusion, l'histoire de l'islam en Ukraine témoigne de l'endurance de la foi et de l'identité. De l'âge d'or du Khanat de Crimée à l'obscurité de la déportation soviétique, jusqu'au creuset actuel de la guerre, les musulmans ukrainiens ont préservé leur héritage tout en forgeant une identité civique moderne. Leur avenir n'est pas garanti. Il dépend d'une victoire ukrainienne et de l'établissement d'une paix juste et durable. La voie à suivre nécessite un respect inébranlable des droits de l'homme, la culture continue du dialogue intercommunautaire et un engagement réel à construire une Ukraine inclusive. Un pays où l'appel à la prière depuis un minaret n'est pas étranger mais fait partie de la voie riche et résiliente de la nation.